d'abord de m'avoir permis de venir ici aujourd'hui et de m'exprimer devant vous. C'est toujours avec plaisir que je reviens à Quiberon, assez régulièrement maintenant. Alors, on m'a demandé donc de parler d'une manière assez générale des problèmes de blessures et comment on peut un peu y faire face, sachant que moi je suis pas du tout médecin, donc je vous rassure tout de suite, mais comment avec un certain nombre d'outils on peut arriver à travailler dans ce domaine. Alors ce que je vous propose, moi, c'est de regarder en gros un certain nombre de données bibliographiques sur le sujet. Alors il y a beaucoup de textes au début, comme ça on verra ceux qui vont tenir jusqu'au bout, et à la fin il y a des images. Et donc, pour situer un petit peu le problème et puis nous intéresser davantage à ce qui est la préparation physique, parce que je crois que la grande dimension d'aujourd'hui, c'est la préparation physique en vue de prévenir les blessures, et puis de nous intéresser très rapidement à ce qui est à la fin. Très rapidement, c'est là qu'il y a des images au réentraînement éventuel des sportifs blessés. Alors tout d'abord, bien le projet sportif, vous le savez tous, hein, c'est un cadre de vie, mais pas simplement pour le sportif, ça concerne tout un ensemble de personnes et ça met en place une programmation en fait qui doit se donner un certain nombre d'objectifs et une certaine cohérence et sur le long terme. Ce projet, c'est souvent un double projet. C'est souvent un double projet parce que souvent il est associé à un projet professionnel ou universitaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, ce projet sportif est au centre de nos préoccupations, puisque vous savez que le sport de haut niveau, aussi bien chez les adultes que chez les plus jeunes, eh bien, est en plein essor, ce qui entraîne une augmentation très importante des charges d'entraînement et des risques qui vont être liés donc à la pratique sportive. Alors la blessure, on l'a mis dans un certain cadre. On n'a pas pris toutes les blessures. Si vous vous blessez chez vous en faisant quelque chose, il y a peut-être un lien avec les problèmes de l'entraînement, mais on s'est intéressé qu'aux problèmes liés à la blessure survenant dans les conditions d'entraînement ou de compétition. Et à partir d'un certain nombre d'études, dont des études étrangères, on peut constater qu'à peu près la moitié des sportifs ont une blessure dans l'année. Alors l'incidence de ces blessures, elle a été évaluée en particulier en tenant compte de la pratique physique qui, dans l'ensemble des disciplines qui ont été étudiées, se situe autour de 11 heures, entre 11 et 12 heures. Quoi, voilà. Alors, bon, un certain nombre de sports, surtout chez les plus jeunes, ont des temps d'entraînement qui sont plus faibles, entre 6 et 8 heures. Par contre, bien, on va trouver des cas, on en reparlera tout à l'heure, où les pratiques d'entraînement dépassent les 40 heures semaine, enfin, ou arrivent à 40 heures semaine. Alors, on arrive à une incidence qui est à peu près située comme celle-là, à peu près 1,16 blessures sur 1000 heures de pratique, et qui se décline d'une manière différente suivant les catégories de sports dans lesquels on va s'impliquer. Des sports individuels où les blessures sont plutôt moindres, avec des sports collectifs où les blessures sont les plus élevées, puis intermédiaires plutôt tout ce qui va concerner les sports de raquettes. Le plus concerné, le membre inférieur, avec un tiers des blessures sans gravité particulière, mais par contre, dans 20% des cas, le cinquième, eh bien cette fois-ci, des blessures sévères qui obligent le sportif à un repos prolongé, c'est-à-dire qu'il va dépasser 4 semaines. Alors, la plupart du temps, eh bien, les sportifs déclarent que c'est la cause de leur blessure est une cause interne, c'est-à-dire qui est liée à leur fonctionnement personnel dans l'entraînement sportif et pas par l'action d'un adversaire, par exemple. Parmi ces critères, eh bien, certains font le lien avec une fatigue physique importante et il est parfois surprenant de regarder que le basket et le tennis sont en tête par rapport à cet aspect-là, qui n'est pas toujours en rapport avec la quantité d'entraînement que le sportif doit subir, si on peut dire, chaque semaine et tout au long de sa saison. D'autres, et il en sera peut-être question tout à l'heure d'une manière plus compétente que la mienne, eh bien d'autres affirment que c'est le côté stress émotionnel qui crée chez eux une charge trop importante. Et c'est le cas en particulier dans différents sports qui sont indiqués ici, mais ce qui est assez remarquable, c'est de constater que dans le domaine de l'athlétisme, il semblerait, au moins dans une étude qui a été trouvée, eh bien que les athlètes impliquent plus la charge émotionnelle que la charge physique dans les soucis qu'ils peuvent avoir. Alors, dans ces données générales, bien évidemment, il y a des différences en fonction des sports que l'on pratique. Alors,
dans les différents sports, la natation est celui dans lequel on a trouvé, dans les sports étudiés, mais il y en a une quinzaine à peu près, dans celui où il y a le moins de blessés. Et si on enlève la natation, eh bien, on dépasse un sportif sur deux de blessés plus ou moins au cours d'une saison sportive, avec des sports où le pourcentage de blessés est important. C'est le cas du badminton, c'est le cas du basket, du football, du handball, du karaté et du tennis, où là je pense que j'ai dû faire une erreur de chiffres quand même. Alors, dans ces blessures, on distingue un peu les blessures qui surviennent dans les compétitions, celles qui surviennent aux entraînements. Souvent, le risque en compétition est le plus important. C'est le cas en particulier dans le cyclisme, le karaté et le handball, où les accidents de compétition sont importants. Par contre, c'est l'inverse en athlétisme, et c'est des choses qu'on peut constater pour ceux qui pratiquent l'athlétisme et qui sont sur les terrains, et où le risque de se blesser à l'entraînement est en général nettement supérieur que celui de se blesser simplement en compétition. Alors, on l'a évoqué tout de suite, eh bien, la plupart du temps, c'est un facteur personnel, un facteur interne qui semble être responsable de la blessure. 60% des sportifs ont déclaré que la cause de leur blessure était une cause interne, contre à peu près un peu moins de 40% qui ont dit que cette cause était le résultat d'une action extérieure, l'action d'un adversaire ou d'un matériel défaillant, comme il est indiqué donc ici. Alors, bien évidemment, ça concerne l'ensemble des sportifs de haut niveau, et ça concerne beaucoup et de plus en plus les jeunes sportifs, sur lesquels malheureusement on n'a que peu de données. Dans la littérature scientifique, on a peu de données sur le long terme et sur un nombre de sujets suffisamment importants pour vraiment avoir des conclusions fortes. Par contre, un certain nombre d'études se sont intéressées aux 14-18 ans, à des gens de 9-22 ans, suivant qu'ils étaient basketteurs avec entre 4 et 6 heures d'entraînement par semaine, ou gymnastes. Et là, c'était des gymnastes australiens, l'Institut des sports australien, qui s'entraînaient entre 36 et 40 heures semaine. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, sachant qu'à côté, il y a quand même l'école qui est présente et qui s'ajoute à la fatigue du sujet. Enfin, j'ai appris ce midi que dans la voile dont vous avez remarqué, je ne vous parle pas beaucoup, et ça va être un peu comme ça jusqu'au bout, parce que c'est pas tout à fait mon domaine de prédilection, c'est pas celui que je connais le mieux, même si je l'apprécie autrement. Mais j'ai appris ce midi que avec les nouvelles règles, c'est toi qui me le disais, eh bien ma foi, un certain nombre de blessures survenaient en voile, et en particulier qu'effectivement que vous aviez constaté ici que les filles se blessaient, et en particulier se blessaient au genou. C'est vrai qu'elles se blessent plus souvent que les garçons, et c'est vrai que c'est particulièrement au niveau du genou qu'on on trouve ces lésions. Alors la voile, bon, ma foi, j'ai fait un récapitulatif très rapide et sans y mettre à l'époque, puisque je l'ignorais, les problèmes de genoux. Mais les problèmes sont nombreux et dus à des tas de choses. Ils peuvent être musculaires, hein, peuvent être des tendinites, ça peut être des problèmes de dos que l'on trouve de manière assez fréquente. Et puis aussi d'autres types de problèmes liés à des chocs, par exemple sur les problèmes osseux, ou bien aux problèmes de la peau qui est soumis à des stress qui sont quand même assez sévères. Alors, l'impact il est très fort sur le projet du sportif, parce que vous avez ici représenté en pourcentage les semaines d'arrêt. Donc ici, eh bien, on est sur autour d'une semaine d'arrêt, puis 2, puis plutôt 2 à 4 ici, donc on est déjà à 25%, et près de 20% des sportifs se trouvent arrêtés, qui ont participé à l'étude quand même, sur plus de 4 semaines, lorsqu'ils ont eu des blessures donc importantes. Alors, que peut-on mettre en place, quelle stratégie mettre en place? Eh bien, il nous semble, et nous on s'implique de plus en plus, dans la prévention des blessures, qui est basée sur une approche systématique qui s'appuie sur des études scientifiques, et je ne l'ai pas signalé au début, qui essaye de s'appuyer également sur la prise en compte de l'ensemble des contraintes auxquelles l'individu peut se trouver soumis. Et pas seulement les contraintes sportives, mais également des contraintes qui peuvent être tout à fait autres, les charges familiales, les problèmes de travail, un tas de choses donc de ce type. Donc ici, il s'agit d'identifier la cause et le mécanisme des blessures pour être en mesure de proposer un certain nombre de stratégies de prévention dont il faudra évaluer l'efficacité par la suite. Alors ça, c'est un peu reprendre ce qui était sur la diapositive précédente et on va le résumer. Donc mettre en place des programmes spécifiques après une étude scientifique qui permet d'identifier
des populations à risque. On parlait par exemple de la population féminine tout à l'heure qui, dans pas mal d'activités sportives, connaît des problèmes assez sensiblement proches. Et donc un certain nombre de moyens qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir apporter des données pertinentes au cadre sportif et au cadre de soins pour la prise en charge donc de ces sportifs, surtout s'il s'agit donc, et c'est là-dessus que nous on a le plus de pertinence, sur les facteurs internes propres à l'individu. Alors, nous insistons beaucoup sur le problème de la préparation physique et sur des choses que vous devez connaître, enfin que vous connaissez, pardon, c'est ce que je voulais, que vous connaissez, mais sur lesquelles, eh bien, pour avoir été quand même pendant pas mal de temps entraîneur moi-même, et cadre technique de fédération, eh bien, on a tendance à passer au fur et à mesure des années peut-être un petit peu trop vite, en particulier sur tout ce travail qui est d'ordre relativement général et qui fait que l'individu va être préparé à affronter un certain nombre de contraintes physiologiques ou mécaniques qui est propre à son activité. Alors vous les connaissez, ces étirements, la proprioception, le schéma corporel. On est particulièrement surpris de voir souvent la pauvreté du schéma corporel des sportifs de haut niveau auquel on ne s'attendrait pas au départ. Et là, il y a un manque qui ne lui permet pas de faire face des fois à des situations d'urgence. Et donc c'est un point important. La technique, et là la technique, j'insiste énormément parce que pendant 20 à 30 ans, une bonne vingtaine d'années, on va dire, dans l'ensemble des sports, on a eu comme leitmotiv à chacun son geste, ce qui a été une erreur monumentale et qui est en train de se corriger aujourd'hui. Il y a des bases du mouvement, il y a des bases biologiques, il y a des bases mécaniques du mouvement qu'il faut absolument respecter. Et à l'intérieur de ces contraintes, de ces règles, eh bien, on va être capable d'individualiser les gestes aux fonctions de l'individu. Mais il faut tenir compte absolument, et ça on ne le fait pas suffisamment, tenir compte absolument des lois de la mécanique en fait. Voilà. Bon, le reste, le renforcement musculaire, la chronologie des exercices, je vais vous donner quelques exemples tout de suite. Et je vous invite à regarder justement ce côté scientifique, puisque notre collègue Christophe Guégan, qui donc est médecin fédéral du handball, là, eh bien, a travaillé avec une équipe brestoise, entre autres, et puis nous, sur la mise en place d'exercices préventifs chez les filles, en handball, chez les filles de haut niveau, sur des problèmes de renforcement de certains groupes musculaires et de modification du bassin lors d'apprentissage technique pour diminuer avec succès les problèmes de genoux chez les handballeuses de haut niveau. Donc ça, ce sont des points qui me semblent importants. Alors, j'ai simplement mis ça, non pas simplement pour se rappeler que, ma foi, il y a bien évidemment tout ce qui concerne le tronc et puis les bons gestes. Par exemple, quand on s'adresse à ce petit carré jaune, eh bien, on est à peu près certain que si on a affaire à des contraintes importantes comme celles qui vont suivre, eh bien, on a beaucoup de chances de pouvoir se blesser. Comme ça va être, bon alors ça c'était pour expliquer, voilà, comme ça va être le cas. Alors j'ai mis un petit peu de voile pour bien montrer que le sujet qui est ici, par exemple dans le domaine de la planche à voile, eh bien est soumis à de nombreuses contraintes auxquelles il doit faire face. Contraintes que l'on retrouve ici, et vous voyez dans quelle position les bras des sujets peuvent se retrouver. Ici, la joueuse par rapport au garçon, eh bien a une courbure du dos qui va être accentuée, qu'on voit peut-être pas de manière très juste sur la photo. Mais ce que l'on sait, c'est que dans le handball féminin, eh bien justement, et masculin, les deux problèmes sont liés au niveau de l'épaule, c'est évident, mais également tout ce qui va concerner au niveau du dos, où les filles sont particulièrement impliquées cette fois-ci, en même temps qu'il y a des implications au niveau du genou. Alors on est capable de faire une approche de ces problèmes en travaillant dans le domaine de la biomécanique. On a pu calculer quelles sont les forces qui agissent au niveau des différentes articulations, quels sont les moments de ces forces au niveau des articulations, et on peut donner un certain nombre d'indications aux entraîneurs et à l'ensemble de l'équipe qui encadre le sportif pour lui permettre justement de prendre en charge ces contraintes et de préparer l'athlète donc à les subir. Alors normalement, là, ça c'est un autre... ce sont d'autres moyens, là, sur un service de volleyball qui permettent, vous le voyez tout en haut ici, de suivre l'évolution du mouvement
au cours de son exécution. Et puis sur le côté droit, bien, on a l'évolution de la force. Ici, la ligne droite, c'est parce que le bonhomme il est en l'air, donc il ne repose plus sur les plateformes de force au sol. Mais on peut suivre la force, ici selon l'axe vertical, on peut le faire selon différents plans, et avoir une idée des vitesses à laquelle sont exécutés les mouvements pour donner des indications, et ici très pertinentes, si on le souhaite, aux entraîneurs, pour leur donner la direction, la hauteur, tout ce qu'ils veulent au niveau du centre de masse, et comment le mouvement a été réalisé et comment on peut l'améliorer également en utilisant peut-être d'autres segments. Alors, on parlait tout à l'heure des exercices. Alors ça, c'est pas vraiment un travail qui concerne directement la blessure, mais dans ses prolongements, peut-être pourrait-il y être associé. Voilà, on fait des exercices successifs et ça arrive dans tous les sports. Et on peut faire, et de plus en plus aujourd'hui avec la préparation physique intégrée justement, on fait des exercices de musculation par exemple, et puis des exercices d'endurance. Alors ici c'était du pédalage, mais suivant l'ordre dans lequel on va le faire dans la même séance, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Vous voyez par exemple que si on s'intéresse ici à la dégradation donc des protéines, eh bien suivant que l'exercice de musculation est fait avant l'exercice d'endurance ou l'inverse, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. C'est la même chose si on fait des exercices de musculation et de vitesse, donc je vais passer rapidement sur ces résultats. Et c'est la même chose aussi lorsqu'on s'adresse à des gens qui ont des qualités différentes. Un même entraînement n'a pas le même type d'effet chez des gens qui pratiquent l'endurance de manière normale, si vous voulez, et chez des gens qui au contraire pratiquent des exercices donc de résistance. Suivant que l'on est un sprinter ou quelqu'un d'endurant, on n'aura pas du tout les mêmes effets. Donc je crois que ce sont des choses qui sont à prendre en compte lorsqu'on veut s'intéresser au problème de la préparation physique. Et lorsqu'on fait bien ce qui apparaît sur cette diapositive, qui est le travail de tout entraîneur, concevoir une séance dans son intensité, avec des exercices en intensité, durée, et puis surtout récupération, pour déterminer des séries d'exercices que l'on répète et qui sont elles-mêmes intercalées par des temps de récupération plus longs. Et ces temps de récupération sont essentiels, et j'ai bien aimé ce matin, lors d'une ou deux interventions, dont celle de Stéphane, où l'on mettait le doigt et on insistait justement sur l'importance de ces périodes de récupération qui sont trop souvent raccourcies, si vous voulez, et on ne laisse pas suffisamment le temps aux sportifs de récupérer, l'entraîneur ayant trop souvent l'impression de perdre un petit peu son temps pendant la récupération. Je pense qu'il faut plutôt regarder les choses en essayant d'intégrer dans ces récupérations un travail qui est d'un autre ordre que celui qu'on est en train de mettre en place. Dans le domaine, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui les préparations physiques intégrées, à la condition de faire bien attention, parce que si on peut intégrer assez aisément à la fois de la biologie puis des exercices techniques, donc tout ça, ça marche bien, voire du renforcement musculaire, c'est beaucoup plus délicat de s'intéresser à des qualités biologiques et de vouloir, dans une même séance, de les participer, disons, à leur développement. Alors bien évidemment, ça vous le savez, eh bien, ces séances vont s'inscrire dans des programmations, et on insiste d'une manière vraiment très régulière sur le fait qu'un sportif, il vit dans la communauté et qu'il est soumis, comme tout le monde, au rythme de la semaine. Même si on essaye de le mettre à droite, à gauche, dans des centres d'entraînement, le rythme de la semaine, c'est ce qui rythme la vie de tous les individus dans nos pays, au moins. Et donc, ce rythme doit être pris en compte en même temps qu'il participe, la prise en compte de ce rythme participe à éviter donc les surcharges d'entraînement. Et pour éviter ces surcharges, eh bien, et varier les contraintes, les recommandations essentielles aussi que l'on fait, c'est d'être capable de varier l'application de ces contraintes et de varier les activités pour les mettre, comme il est mis juste en dessous, dans la programmation à long terme, eh bien pour essayer de les mettre au service de sa pratique physique, être capable d'utiliser d'autres activités physiques au service de son activité sportive. Et je crois que ce sont des points qui sont tout à fait essentiels et sur lesquels nous on insiste quand on travaille avec les sportifs aujourd'hui sur les programmations d'entraînement. Alors la prévention, je crois voilà les grandes règles de la prévention, elles ont été données, c'est d'essayer de structurer ces programmations d'une manière générale en fonction de l'athlète et en mettant véritablement l'athlète et son fonctionnement au centre et non pas l'activité en premier. Et je pense que c'est dans ce sens-là, et en prenant en compte l'ensemble des contraintes auxquelles le sportif est soumis, bien qu'on arrive à mieux quantifier les charges d'entraînement.
Un point qui me semble important, surtout plus on monte vers les niveaux, par exemple vers les sports professionnels ou autres, c'est, même avant, mais enfin c'est, oui même avant aussi d'ailleurs, c'est le rôle qui est joué dans la préparation à la saison. Tout ce qui concerne la pré-préparation, ou d'autres appellent cela le conditionnement physique, pour prévenir les blessures, parce qu'on trouve quelqu'un, bien ma foi, qui a perdu entre guillemets un certain nombre de qualités, ou qui n'est pas tout à fait prêt, et en particulier dans certains sports professionnels où immédiatement les contraintes de matchs de haut niveau arrivent très très rapidement, et on trouve, vous savez aussi bien que moi, vous écoutez la télé, les médias et la télévision pour savoir qu'en particulier dans les équipes de sport, l'infirmerie est souvent aussi remplie que le terrain lui-même. Donc je pense et très souvent que la pré-préparation, toute cette période de conditionnement est trop souvent raccourcie. Je passe très très vite sur les deux autres points parce qu'il y a des gens plus pertinents que moi qui en ont parlé, en particulier sur les autres aspects qui concernent la nutrition, l'hydratation, ça a été développé précédemment, et sur un certain nombre de respect de consignes qui sont données donc aux différents sportifs blessés. Et je vais vous amener au moment où on va pouvoir retrouver quelques images pour nous intéresser au réentraînement du sportif. Et ce que je vais vous livrer, c'est simplement le fait que lorsqu'on va s'adresser, c'est à titre expérimental ce que vous allez voir, mais vous allez voir qu'il existe pas mal d'outils qui peuvent nous aider à travailler avec une équipe, avec les kinés, avec l'entraîneur, avec le médecin, et ce que l'on a fait, pour essayer de planifier la reprise d'entraînement, et même chez des sportifs qui parfois ont été gravement blessés. Donc là, on va se permettre quelques allers-retours avec le PowerPoint pour regarder deux aspects, la prévention et ça ce sont des choses qui ont été faites en particulier par Pierre Rochecongar sur une revue de questions sur les entorses, et nous on va nous intéresser à l'analyse du mouvement chez un joueur en particulier. Donc là, je vais quitter le PowerPoint pour essayer de vous montrer. Voilà. Alors, voilà. Donc, pour la mettre en grand écran, c'est quelque part par là. Ça va faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, vous l'avez déjà vu. Les âmes sensibles, s'abstenir. Voilà, lors d'un match de football, vous allez le voir, si vous regardez bien l'angle du pied et de la jambe, vous allez voir quelque chose d'assez dramatique. Et cette personne-là qui a donc été blessée, c'était lors d'un match de football. Vous voyez, ça fait au moins un angle droit. Bon, d'accord, on va passer. Voilà. Alors on lui a proposé quelque chose pour faire un test. Vous allez voir, ça va très vite. Là, on va essayer de le remettre peut-être 2 fois parce que là, ça va très très vite. C'est juste de le faire aller à gauche et à droite ou l'inverse. Donc ça va vraiment très rapidement, peut-être. Sinon, on va passer. Ah oui, je crois savoir pourquoi en fait. Ouvrir avec. Ça doit être ça. Voilà, ça marchera mieux comme ça, je pense. Voilà. Hop, ça va vite. C'est très simple. Voilà. Donc, alors on a fait ça à droite, on a fait ça à gauche, ce sont des choses qui visiblement sont assez simples à comprendre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a essayé, donc, il est là, voilà. On a essayé donc de regarder ce qui se passait au niveau mécanique, en fait, en prenant un certain nombre d'indices. Alors, ce que vous voyez là, ce sont le pédal système, ce sont simplement des chaussures instrumentées avec des capteurs qui nous permettent d'avoir l'évolution des contraintes et des forces même au niveau des différents points du pied, parce que je ne sais plus combien il y en a, mais il y a pas mal de capteurs dans la chaussure. Et donc, on va avoir l'évolution donc de ces contraintes au fur et à mesure du mouvement. En même temps qu'on va s'intéresser à la capture du mouvement. Vous savez, les systèmes Vicon, tout le monde connaît ça, là où les petits bonhommes sont... il y a des points et puis il y a des petits bonhommes en fil, là je crois que tout le monde connaît. Mais ça donne des indications qui sont très intéressantes. Alors, on ne va pas regarder trop ici la vitesse qui est à peu près la même. Mais vous voyez que le centre de masse, on va dire le centre de gravité du sujet, eh bien déjà, sa vitesse est nettement plus faible du côté numéro 1, qui est le côté blessé, et que le temps de contact au sol est aussi devenu nettement plus long. Là, c'était quand même après une grosse séance, de nombreuses séances d'opération, puis de rééducation lentement, parce qu'il a bien fallu être amputé, ce monsieur. Donc, voilà.
Et on s'aperçoit qu'après un certain nombre de temps, eh bien, quand il essaye de refaire le test qu'on lui a proposé, eh bien, les données ne sont pas les mêmes. Et même au niveau de la flexion du genou, la flexion est moindre, etc. Donc, on a des choses de ce type. Et quand on s'intéresse à l'évolution de ce changement de direction, eh bien, on voit ici que l'impact, le contact du pied au sol qui se fait par le talon pour changer de direction, eh bien, beaucoup plus élevé d'abord du côté non blessé, beaucoup plus faible du côté blessé, et avec un décalage dans le temps ayant été normalisé par rapport au temps total du mouvement, et que par la suite, c'est ce qu'on va retrouver derrière, eh bien que par la suite, bon, c'était avant, mais que par la suite, pour retrouver la vitesse de course, eh bien, il met beaucoup plus de temps du côté de son membre blessé. Voilà. Donc on a proposé un certain nombre de... voilà, donc là je vais refaire un tout petit peu la même manip que tout à l'heure. On a proposé quelques tests comme ça. Bon, alors là, c'est là-dedans. Bien. Et là, celui-là. Parfait. Voilà. Alors, on a proposé quelque chose, et là, vous allez voir. Voilà. Bon. Ah oui, il faut l'ouvrir avec VLC. Excusez-moi. On va faire ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez l'évolution des contraintes en fait sous la chaussure. Donc vous voyez bien, lors d'un exercice qui est tout simple, que l'on fait des fois avec difficulté, mais qui est de se tenir sur un seul pied. Donc on regarde comment il retrouve son équilibre, et on voit qu'il se déplace en permanence d'avant en arrière. C'est l'ensemble du corps qui se déplace pour pouvoir assurer l'équilibre. Si l'on s'intéresse à l'autre côté, eh bien, on va avoir des images qui vont être nettement différentes. Voilà, là, le sujet se trouve en appui sur le talon, et simplement, il relève, comme vous le feriez vous-même, il relève simplement le bout de son pied un tout petit peu pour maintenir l'équilibre. Donc, vous voyez qu'on a des images qui sont excessivement différentes et qui ont permis de travailler donc avec les entraîneurs sur tout le domaine de la rééducation, non pas de la rééducation médicale qui était prise en charge avant, mais de la réadaptation à l'activité de footballeur, puisque c'était son travail. Donc voilà ce que l'on a pu faire et les moyens dont on peut disposer pour essayer donc de travailler avec un certain nombre de sportifs. Alors ce sont des moyens parmi d'autres, puisque aujourd'hui on arrive aussi à travailler sur des modèles de simulation donc de mouvement, et ce qu'on lui a proposé, donc c'est tout un travail sur la flexion du genou, sur la dorsiflexion des pieds, pour pouvoir retrouver les qualités qu'il avait précédemment et les rapprocher de celles de son autre pied valide. Voilà. Alors, ce travail, ça je voulais vous le signaler parce que c'est un outil qui est intéressant. Donc ce travail, on le développe, et on en développe un certain nombre d'autres avec les collègues de la région Bretagne, entre autres. Mais grâce à la mise en place et à un outil dont je vous invite à vous servir beaucoup plus, qui est un outil neuf et dont on m'a demandé de vous dire quelques mots aujourd'hui, qui est le fameux campus Pan-Bretagne, vous savez, qui a pris la place du CREPS de Dinard. En fait, le CREPS étant devenu un outil à l'intérieur donc de ce campus qui a comme fonction première la recherche au service du sport, et auquel il faut s'adresser pour être en mesure de lui poser des questions propres à son activité sportive qui peuvent nous aider à progresser dans le domaine de la recherche et de trouver des solutions, soit dans la préparation physique, quelques extraits que je vous ai montrés à la fois dans le domaine de la biologie ou de la biomécanique, et puis voilà, dans les liens que l'on peut faire. Alors on a commencé avec un certain nombre d'entre vous à nous intéresser à ces problèmes et à mettre en place un groupe en fait, qui supporte un peu de la recherche, ce campus, et qui comprend chercheurs industriels, enfin bref, tout ce qui est marqué ici. Et je crois que c'est un outil, mais qui est mis à votre disposition, dont il faut se servir, puisque c'est un outil qui regroupe les universités, les CHU, les politiques des départements, la région, l'État, etc. Et qui, pour l'instant, eh bien, bon, démarre gentiment, progresse régulièrement. Il y en a un certain nombre ici qui s'en sont déjà servis, mais qui est loin, à mon avis, d'avoir trouvé son rythme de croisière qu'il trouvera lorsque vous aurez suffisamment investi à l'intérieur de ce campus. Ça, c'est simplement
quand je vous disais tout à l'heure qu'on vient de temps en temps ici, si vous regardez derrière, il y a, ma foi, le paysage que vous pouvez admirer de la cafétéria de l'école nationale de voile, à laquelle on revient régulièrement tous les ans, et on reviendra cette année, je prends déjà rendez-vous. Donc merci de m'avoir écouté.